Mesdames, Messieurs les modérateurs, chers collègues, bonjour. D'abord, je remercie mes amis à la RAC pour leur invitation. Donc aujourd'hui, j'étais chargé de vous parler sur le cholangiocarcinome hilaire. Quelle prise en charge endoscopique peut-on proposer? Donc d'abord, il faut savoir que le cholangiocarcinome, c'est des tumeurs primitives malignes développées à partir de l'épithélium hilaire. Donc c'est des adénocarcinomes. Très bien, merci. Donc le cholangiocarcinome, c'est des tumeurs primitives malignes développées à partir de l'épithélium biliaire. C'est des adénocarcinomes dans plus de 95% des cas. Donc ça peut être intra ou extra-hépatique. Donc elles touchent préférentiellement l'homme avec un sexe ratio de 2, surtout à partir de l'âge de 60 ans. Le diagnostic il est souvent tardif, à un stage localement avancé, avec un taux de survie allant à 1 et à 5 ans, donc allant de 25 à 7%. Donc c'est un pronostic qui reste sombre. Donc pour le cholangiocarcinome périhilaire ou la tumeur de Klatskin, c'est un cholangiocarcinome qui est extrahépatique, atteignant le canal hépatique commun, ainsi que la convergence biliaire supérieure. Donc représente presque 60% des cholangiocarcinomes extrahépatiques. Donc cliniquement, il peut se présenter par l'ictère, donc d'installation progressive, parfois un prurite qui peut être isolé, avec altération de l'état général et un amaigrissement. Donc on peut avoir des facteurs de risque, mais qui sont représentés que dans 5% des cholangiocarcinomes hilaires. Essentiellement, on a la sclérose, la CSP, la cholangioschlérosante primitive, les lithièses intrahépatiques, les cholangites à répétition, la malformation congénitale, essentiellement le syndrome de Caroli, ainsi les infections parasitaires et virales. Donc 90% des lésions périhilaires, c'est un cholangiocarcinome. Donc reste 10% des tumeurs, des lésions du hile, ça peut être des lésions bénignes. Donc on doit les chercher systématiquement, devant tout tableau d'ictère avec une atteinte périhilaire à l'imagerie. Donc le diagnostic différentiel avec un cholangiocarcinome hilaire, c'est essentiellement les cholangites sclérosantes, le syndrome de Mérisine, les cholangites auto-immunes, ainsi les cholangites à eosinophiles. Donc arrivons aux classifications. Donc essentiellement, c'est des classifications anatomiques. La plus ancienne et qui est toujours utilisée et qui est la plus facile, c'est la classification de Bismuth, qui a été publiée en 1975 et revue en 1992. Donc, elle s'intéresse à le niveau d'atteinte proximale et d'extension endobiliaire, mais qu'elle ne prend pas en compte l'atteinte vasculaire associée. Donc, elle permet de sous-estimer l'extension tumorale chez un tiers des cas. Donc, elle ne permet pas de bien évaluer le taux de résicabilité. Donc en 2013, l'équipe de Rennes ont proposé la classification XY. Donc c'est une classification pragmatique et simple. Donc elle s'intéresse à l'atteinte de la confluence des canaux biliaires du segment 2 et 3 du lobe gauche. Donc le type 4, le type X qui n'est pas résécable, on a envahissement de la convergence des voies biliaires du lobe gauche. Le type Y, qui est toujours résécable, ça épargne les convergences, l'atteinte de la convergence des voies biliaires du lobe gauche, indépendamment de l'atteinte du lobe droit. Donc la dernière classification, c'est la plus récente, c'est celle de 2017, TNM. Elle a pour but de standardiser les comptes rendus d'anapathe et bien sûr définir les stades pronostiques. Le cholangiocarcinome pose un problème avec l'enjeu essentiellement anatomique, car il y a la proximité des différents éléments du hile hépatique, à savoir les voies biliaires, la veine porte et l'artère hépatique. Donc c'est pour ça qu'on doit prendre en compte l'anatomie normale des voies biliaires intrahépatiques afin d'assurer un drainage qui doit être efficace. Donc à gauche, on a le canal hépatique gauche qui est le plus lent, il va se diviser en segments 2, 3 et 4. Par contre, le canal hépatique droit, qui est le plus court, il va se diviser rapidement en canal antérieur. Donc, il va drainer le segment 5 et 8, et le segment postérieur, et le canal postérieur, qui va drainer le segment 6 et 7. Donc, c'est pour ça que les secteurs du lobe droit sont plus précocement atteints et rapidement obstrués. Donc, c'est pour ça, pour assurer un drainage du lobe droit, on doit au moins opter pour 2 endoprothèses. Donc rapidement, on va parler sur le bilan préthérapeutique, qu'il doit être fait et réalisé avant tout drainage. Donc
il permet de faire un bilan d'extension à distance et un bilan d'extension local, donc en vérifiant l'extension biliaire avec l'envahissement vasculaire artériel et portal. Donc le scanner il doit être donc fait en première intention, qui va donc permettre de vérifier donc la localisation et le niveau d'obstruction biliaire, l'envahissement du parenchyme hépatique, évaluer la volumétrie ainsi la recherche des adénopathies régionales et évaluer l'atteinte vasculaire et bien sûr rechercher des métastases à distance. La biliaire avec des séquences cholangio, donc ça reste l'examen de référence pour déterminer l'extension biliaire. Il permet d'évaluer le niveau d'atteinte en amont et en aval, ainsi l'envahissement des canaux. Donc on peut compléter par un PET scan, donc si on a un doute sur des métastases hépatiques à distance. Ainsi, donc, il y a un apport pour les marqueurs tumoraux, essentiellement aussi ADC9 et la CE dans le diagnostic. Dans le bilan d'extension. Donc l'objectif de l'ensemble de ces examens, c'est de statuer donc, la résicabilité de la tumeur. Donc rapidement, donc, on va parler sur donc, les principes de résection donc, au cours donc, le cancer hilaire, donc le cholangiocarcinome hilaire. Donc la résection, vous savez que le traitement chirurgical, c'est le seul traitement curateur. Donc le but, c'est d'avoir donc, une marche saine avec une résection R0. Donc la résection doit enlever tout ce qui est la voie biliaire principale, la convergence biliaire, ainsi une partie du parenchyme hépatique, avec un curage ganglionnaire qui doit englober au moins 7 ganglions. Une exérèse systématique, elle doit être faite pour le segment 1 et 4, car le drainage biliaire, il est multiple. Donc pour être carcinologique, on doit les enlever. Et bien sûr, on doit faire une reconstruction en Y pour une inflammation biliodigestive. On doit connaître donc, les contre-indications de traitement chirurgical pour pouvoir donc, bien indiquer notre donc, drainage, qu'on va le parler par la suite. Donc une contre-indication formelle à la chirurgie quand il y a des métastases à distance, quand les métastases hépatiques sont bilatérales, quand il y a un envahissement donc, des adénopathies para-aortiques et quand l'envahissement bilatéral, vasculaire il est bilatéral. Bien sûr, quand il y a une hépatopathie sous-jacente, la chirurgie elle est contre-indiquée ou quand il y a une comorbidité majeure. Par contre, la contre-indication, elle est relative à la chirurgie. Quand l'envahissement vasculaire il est contralatéral à l'atteinte biliaire, quand le volume du futur foie donc restant il est insuffisant, donc inférieur à 30%. À ce moment-là, on peut discuter par cas donc l'embolisation portale. Et quand l'extension biliaire bilatérale, donc avec atteinte des canaux secondaires, à ce moment-là, on va discuter cas par cas. La preuve anapathe, donc, elle est difficile à obtenir. C'est pour ça donc plusieurs techniques ont été proposées pour avoir donc une preuve histologique, à savoir le cytobrossage, les biopsies endobiliaires, les ponctions sous écho-endoscopie quand il y a une tumeur, une adénopathie, ainsi les biopsies ciblées sous cholangoscopie. Donc ces techniques-là ont un rendement diagnostique différent. Donc, on a deux cas de figure. Donc, pour les cancers, donc, les cholangiocarcinomes hilaires résécables, donc l'anapathe n'est pas systématiquement obligatoire. Donc, sauf si on a un doute diagnostique, un terrain d'hépatopathie, car donc 10 à 20% des cas donc, des résections, on tombe sur des lésions bénignes. Donc, à ce moment-là, on doit avoir une preuve anapathe. Par contre, quand la lésion n'est pas résécable, la preuve anapathe, elle est indispensable avant toute chimiothérapie, que ce soit néoadjuvante ou adjuvante. Donc pour le cytobrossage, il a donc une bonne spécificité, mais la sensibilité elle est faible. La réalisation des biopsies endobiliaires lors d'une CPRE donc n'améliore pas la sensibilité, quoique donc on a été démontré que donc l'augmentation de nombre de fragments par biopsie, donc quand il dépasse les 5, ça peut améliorer la sensibilité des biopsies endobiliaires. Pour la ponction sous écho-endoscopie, elle a une sensibilité qui est variable donc selon les séries. Elle a un intérêt surtout diagnostique et thérapeutique. Quand il y a une masse, donc on peut proposer une biopsie. Donc l'utilité essentielle de l'écho-endoscopie dans ces cas-là, quand il y a une adénopathie, elle permet de faire un staging et bien sûr faire une cytoponction. Donc il faut savoir que quand il y a un projet de TH qui peut être proposé, donc l'écho-endoscopie peut être contre-indiquée, qu'il y a un risque de dissémination qui reste théorique. En cas d'échec des deux techniques, on propose la cholangioskopie, donc qui permet une visualisation directe de la sténose. Donc on peut faire des biopsies avec une sensibilité et spécificité qui sont importantes. Il permet aussi de revoir la classification de bismuth dans 40% des cas. Donc pour résumer, donc
on a deux cas de figure. Donc, d'abord, il faut commencer toujours avec un bilan d'extension qui doit être fait systématiquement. Chaque cas doit être discuté dans un RCP avec une discussion pluridisciplinaire. Donc, pour les tumeurs qui sont résécables, la NAPAT n'est pas obligatoire, sauf quand il y a un doute ou une hépatopathie. Donc, on propose directement le malade pour chirurgie. Quand la lésion n'est pas résécable, à ce moment-là, on propose le malade pour une échoendoscopie avec biopsie ou donc cytobrossage. Maintenant, on arrive à la partie la plus importante de notre présentation, c'est le drainage biliaire. D'abord, on va commencer par les indications. Donc, on a dit qu'un drainage ne doit pas être réalisé avant un bilan donc, morphologique en coupe détaillée. Donc, et bien sûr, une discussion pluridisciplinaire. Ce n'est pas une urgence, le drainage n'est pas une urgence, sauf s'il y a une angiocolite. Donc, on a deux cas de figure. Et les indications changent donc, selon les deux cas de figure. Donc, pour les patients qui sont opérables, donc, on a une situation potentiellement curative. Donc, on indique un drainage quand bien sûr, il y a une angiocolite ou un taux de bilirubine qui dépasse les 150 micromoles. Donc, c'est l'équivalent entre de 85 et 87 mg par litre. Et aussi, quand il y a une hépatectomie envisagée, on doit drainer. Ou quand il y a donc une volumétrie, donc ça veut dire un projet d'embolisation a été proposé, à ce moment-là, on doit drainer le futur foie. Pour les patients non opérés, donc dans la situation palliative, donc à ce moment-là, on doit drainer donc avant chimiothérapie de façon systématique. Aussi, quand il y a des symptômes, ça veut dire il y a un prurite, il y a de l'angiocolite ou un ictère qui est important. Donc les objectifs du drainage, c'est drainer tout secteur opacifié, qu'on arrive à l'opacifier au moment donc, de la CPRE, ainsi donc drainer les secteurs fonctionnels. Et bien sûr, avant une résection, on doit drainer le foie restant. Donc on commence d'abord par donc, les drainages préopératoires. Donc on a dit que le drainage préopératoire n'est pas systématique. Donc, contrairement aux sténoses maligne distales, aucun essai randomisé n'a comparé donc, un drainage biliaire préopératoire directement versus absence de drainage préopératoire dans les atteintes du HIL. Donc, il y a des études qui ont montré qu'il y a une augmentation de risque donc, infectieux quand le drainage donc, préopératoire est donc, fait avant la chirurgie, avec son bénéfice sur la survie. Ce phénomène peut être dû à une modification de la microbiote biliaire. C'est pour ça donc le drainage préopératoire ne doit être pratiqué qu'en des indications bien ciblées. Donc on a déjà détaillé ça. Maintenant, pour le choix de la technique, qu'est-ce qu'on va proposer? C'est donc une CPRE ou un drainage transcutané. Les résultats comparatifs des deux techniques sont discordantes. Il y a deux méta-analyses qui montrent que le drainage transcutané associe à moins d'angiocolite, donc surtout pour les sténoses Bismuth 4 et Bismuth 3 et Bismuth 4. Toutefois, il y a un seul essai contre le randomisé qui a été interrompu donc, à cause donc, des mortalités élevées dans le groupe de drainage transcutané. Donc, en ensemble, on a retrouvé qu'il y a un risque plus important donc, dans les drainages post-opératoires et des métastases péritonéales qui ont été retrouvées. C'est pour ça, dans les recommandations de l'ESGE 2022, donc, on privilège donc, le drainage endoscopique. Donc, il faut savoir que on peut s'attendre à une diminution du taux de bilirubine à partir de la 4e à la 8e semaine. Par contre, un retard de la chirurgie plus de 2 semaines augmente le risque de translocation bactérienne et de dissémination tumorale. Donc, c'est pour ça un taux de bilirubine qui dépasse les 30 mg par litre est un facteur défavorable. Donc, l'objectif idéal, c'est qu'on arrive à un taux de bilirubine inférieur à 30 mg juste avant la chirurgie avec un délai court après drainage. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'une antibrophylaxie, elle s'impose après chaque drainage. Maintenant, on arrive à la deuxième situation, donc le drainage palliatif. Pour le choix de la technique, les études ont montré qu'il y a un succès technique supérieur dans le drainage transcutané. Par contre, le taux de complication et la perméabilité des stents ainsi le survie, les résultats sont les mêmes dans les deux groupes.
Par contre, dans le drainage transcutané, il y a plusieurs limitations, essentiellement l'altération de l'état de vie, la qualité de vie, donc la gêne, la présence de douleur, car c'est un drainage qui n'est pas physiologique. Donc on peut avoir des difficultés techniques quand il y a de l'acide, quand il y a des métastases, ou donc il n'y a pas de dilatation des voies biliaires, ainsi qu'il y a un risque de déplacement du drain. Donc c'est pour ça que le malade il a donc recours à faire des réinterventions fréquentes. Donc l'approche endoscopique, donc maintenant, elle est de plus en plus privilégiée, car ça reste un drainage qui est physiologique, avec une meilleure qualité de vie, et les succès techniques sont améliorés même dans les cas avancés, grâce donc, à l'utilisation donc, de l'écho-endoscopie et l'amélioration de la qualité des stents. Donc les recommandations de l'ASIE, donc il faut de l'ASIE. Donc le choix entre CPRE et drainage transcutané dans les situations palliatives, donc ça reste toujours un sujet à débattre, car donc ça dépend du patient, de l'expertise locale, des caractéristiques de la maladie, mais il faut savoir que ces deux méthodes sont complémentaires, il n'y a pas de concurrence entre les deux techniques. Maintenant, le choix du stent entre palliatif, toujours dans la situation palliative, entre un stent plastique et métallique. Donc, pour les stents plastiques, sont utilisés quel que soit le niveau de l'obstacle, ils sont moins chers, ils sont plus faciles à utiliser, donc on peut le retirer facilement. Donc, l'inconvénient, surtout, c'est on peut avoir un taux de migration de 5%, mais essentiellement, c'est l'obstruction qui peut arriver jusqu'à 30% des cas. Donc, ce qui va pousser à changer la prothèse plusieurs fois, donc réintervention fréquente, avec le coût global qui va être élevé, malgré donc le prix de la prothèse il est faible, il n'est pas cher, mais la réintervention fréquente vont augmenter le coût global, ainsi qu'il va altérer aussi la qualité de vie. Par contre, donc les stents métalliques non couvertes, donc où ils ont des mailles donc ouvertes, donc avec un diamètre qui est plus large, donc c'est pour ça le risque d'angiocolite, le drainage il est meilleur et le risque d'angiocolite il est moindre. Donc 3 essais donc randomisés, ils ont montré qu'il y a une augmentation de la perméabilité, il y a moins de réintervention avec une survie qui est équivalente par rapport donc au stent plastique. L'inconvénient surtout c'est risque d'envahissement par la tumeur, donc par la boue ou pour donc un caillou, dans 20 à 5% des cas. Et aussi, on peut voir, il y a des difficultés à retirer la prothèse quand il y a un dysfonctionnement. Pour les prothèses couvertes, donc il y a une membrane externe qui va empêcher l'infiltration tumorale, donc sont moins adaptées dans la situation palliative, qu'il y a un risque de migration, ainsi qu'il y a un risque d'obstruction des branches biliaires secondaires. Donc, pour résumer ce point-là, donc selon les recommandations, les stents métalliques non couvertes sont préférés donc dans la situation palliative, donc pour les sujets qui ont une survie supérieure à 3 mois. Maintenant, pour le choix de la méthode, donc drainage unilatéral ou bilatéral, donc ils ont montré que l'utilisation d'un drainage bilatéral, donc selon les différentes études, la survie donc elle est supérieure. Ainsi, donc le risque les interventions sont moindres avec une meilleure perméabilité. Et le succès technique, il est similaire. Donc, il n'y a pas donc, de différence sur le plan technique, mais on a un gain sur le taux de perméabilité et la réintervention. Donc, les recommandations actuelles pour la situation palliative pour les cholangiocarcinomes hilaires, donc Busmit 3 et Busmit 4, donc on opte essentiellement pour la pose de plusieurs stents, donc bilatéral ou multisectoriel, et le but, donc c'est la notion il faut drainer au moins 50% donc du foie. Pour arriver donc à rassurer donc ce taux-là, donc des techniques ont été proposées, donc surtout pour les prothèses métalliques, soit donc l'insertion du stent en utilisant la technique side by side ou stent in stent. Donc d'abord pour la technique side by side, on va donc placement séquentiel ou simultané de 2 prothèses métalliques. Chaque stent il va être déployé côte à côte sur son fil guide. Donc la pose de ces 2 stents va être plus facile quand on va utiliser un système d'insertion, donc les prothèses avec un système d'insertion donc plus petit, 6 franges. Et quand on a un duodenoscope avec un canal donc plus large de 3,8 mm. Par contre, la technique stent in stent, donc le second stent, il va être inséré à travers la maille de la première prothèse, donc formant ainsi une configuration en Y, donc c'est une configuration qui est plus anatomique, mais à ce moment-là, on ne doit pas faire une sphinctérotomie large pour essayer de préserver donc la fonction du sphincter.
Donc, en comparant les deux techniques, donc side by side, donc c'est une technique qui est plus simple, donc mais elle peut comprimer. Donc, on peut avoir, donc des cas de thrombose a été décrite quand il y a une compression donc, du réseau veineux sous-jacent. Ainsi, donc par contre, pour la technique stent instant, donc la configuration elle est plus naturelle, mais sur le plan technique, elle est plus difficile et donc il faut, ça prend un peu de temps pour l'insérer. Donc, on termine par rapidement sur donc le drainage sous écho-endoscopie. Donc, cette technique elle permet de améliorer la prise en charge donc dans la situation palliative quand il y a une obstruction donc du IL. Donc, surtout quand il y a échec de la CPRE ou quand il y a une anomalie donc chirurgicale. Donc, il y a donc un montage chirurgical qui permet donc l'accès à la papille, il est difficile. Donc, ça reste un drainage interne physiologique, donc il est mieux accepté pour le malade, avec un taux élevé de succès technique et clinique, et moins d'effets désirables en comparant donc, au drainage transcutané. Donc, il y a 4 techniques, donc, soit réalisation d'une hépatogastrostomie, donc qui va drainer le canal hépatique gauche, ou une hépaticoduodenostomie, donc à ce moment-là, on va drainer le côté droit, quand le côté gauche n'est pas accessible. On peut faire un bridging, donc avec la mise en place d'un stent entre 2 canaux, droit et gauche, via l'estomie, et on peut combiner aussi donc la CPRE avec un drainage sous échondo. Donc la plus utilisée, c'est l'hépaticogastrostomie. Donc, pour conclure, donc la prise en charge des patients avec un cholangiocarcinome hilaire, elle doit être réalisée dans un centre d'experts, donc incluant un radiologue, gastroentérologue, endoscopiste interventionnel, ainsi des chirurgiens, donc oncologues. Donc, la preuve anapale n'est pas indispensable en cas de non-résicabilité. Le bilan d'extension, il est standardisé, il est indispensable avant toute procédure. Donc, le drainage biliaire n'est pas une urgence. Donc, il y convient aussi de privilégier toujours l'abord endoscopique, soit par CPR, soit par écho-endoscopie, à l'abord transcutané. Et enfin, donc, la résection chirurgicale et la transplantation, c'est le seul traitement curateur qui permet d'obtenir une survie prolongée. Je vous remercie. Merci.